Salut, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis blonde. Voilà. Ça fait un moment que certaines personnes ne m'ont pas vue sur cette chaîne parce que vous ne me suivez pas sur Instagram ou parce que vous n'avez pas pris les abonnements que ce soit sur YouTube ou sur Patreon. À nouveau, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo récap de l'année 2023, objectif de l'année 2024 où j'en parle. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est un nouvel épisode des Carnets de Julie. En fait, j'ai réalisé que ça fait 2 ans maintenant que je vous ai fait la première vidéo des Carnets de Julie sur donc la scarification. La première fois que je parlais à cœur ouvert de cette addiction, ça fait 2 ans. Et ça fait donc 2 ans que je suis sobre. Et c'est impressionnant parce que à la fois j'ai l'impression que le temps a passé très vite. Et à la fois, dans ma tête, pour moi ça fait 5 ans que je suis sobre. Et du coup c'est très impressionnant. Et j'avais envie aujourd'hui de vous faire un petit bilan parce que beaucoup de choses ont changé en 2 ans forcément. Mon rapport à tout ça a vachement évolué et j'avais envie de vous faire un bilan pour vous montrer un petit peu comment une addiction évolue au fil du temps. Parfois elle disparaît jamais vraiment, mais elle évolue. Donc ça va être le sujet de cette vidéo. Comme d'habitude en même temps, on va se préparer ensemble. Aujourd'hui ça va être une journée full tournage. J'ai une autre vidéo pour la chaîne YouTube à tourner, une vidéo qui sera gratuite que vous pourrez avoir sans avoir accès aux abonnements. J'ai du contenu pour Instagram à tourner aussi également. Si tout va bien, je vais réussir à tout faire en une journée, j'espère. Donc voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo dont je parle sur mon addiction, sur la scarification, déjà je vous invite à aller la voir pour vraiment que vous ayez tout le contexte, parce que dit comme ça en fait on pourrait se dire mais de quoi qu'est-ce qu'elle parle la madame, mais pour vous la faire courte, j'ai commencé à me scarifier quand j'étais, je crois que c'était techniquement au collège, il me semble, ouais je crois. À nouveau, si vous voulez vraiment tous les détails, allez voir la vidéo parce que j'explique vraiment tout de manière très chronologique. Je l'ai fait pour des raisons que j'ai expliquées dans la vidéo et en fait je me suis retrouvée dans une sorte de spirale infernale à être totalement accro à ça, et en fait c'était pas forcément l'addiction ne partait pas forcément de l'attention que je pouvais avoir, même si ça y a joué. En fait il faut savoir que quand vous vous faites mal, c'est pas du tout le bon anti-cernes que je suis censée utiliser, mais bon c'est pas grave. Quand vous vous faites mal, votre cerveau, pour gérer la douleur, va lâcher ce qu'on appelle des endorphines. Ok, ce qui explique d'ailleurs parfois que certaines personnes jouent avec la douleur pour... L'endorphine, c'est l'hormone du plaisir. Pour générer cette endorphine-là, je pense par exemple notamment à tout ce qui va être BDSM, etc. Où des petites douleurs vont générer du plaisir. Grosso merdo, c'est un peu... voilà. À la base, c'est un mécanisme purement biologique. Mécanisme, on va dire, pas de défense, mais c'est pour vous permettre de supporter un peu plus facilement la douleur. Voilà. Et moi, c'était à ça que j'étais accro. C'était à cette hormone de l'endorphine. J'avais compris qu'en générant une légère douleur, j'avais cette hormone d'endorphine, j'avais cette hormone du plaisir. Et à l'époque, j'avais une vie tellement merdique, j'avais tellement de difficultés à trouver du plaisir et du bonheur dans ma vie quotidienne, que c'était, entre guillemets, on va dire, ma seule source de plaisir et de bonheur. Alors, c'est super triste, dit comme ça, mais c'était la vérité. Et en fait, c'est à ça que je suis devenue accro. Ce
Ce qui fait que dès que les effets plus ou moins s'estompaient, dès que les plaies étaient véritablement cicatrisées, et je me retrouvais à recommencer, et plus pour les raisons pour lesquelles j'ai démarré en fait. Cette addiction, elle m'a suivie pendant des années. J'avais réussi une fois à me sevrer, avant même que je comprenne que c'était une addiction, mais j'avais réussi une fois à arrêter, et puis en 2021, du coup logiquement, j'ai recommencé. Ma vie à nouveau n'allait pas bien du tout, j'ai recommencé... Alors au début, quand j'ai recommencé, j'étais persuadée que c'était pour les mêmes raisons que j'avais démarré au début, c'est-à-dire parce que j'allais pas bien, que je sentais le besoin de relâcher la pression, etc. etc. Le fait est qu'aujourd'hui, avec du recul, je sais que c'était vraiment parce que je me suis rappelée de cette hormone du plaisir. Et que, à nouveau, quand j'étais dans cette période en 2021, j'enchaînais les dépressions, ça n'allait pas du tout avec la personne avec qui je vivais. Et du coup en fait j'étais à la recherche de plaisir et de bonheur et je me disais ok peut-être que c'est ça qui va pouvoir m'apporter quoi finalement. C'est faux, hein, ça l'apporte de manière très temporaire, hein, comme quand un alcoolique cherche à oublier ses problèmes dans l'alcool, c'est très temporaire, hein, vous vous doutez bien. Donc j'étais retombée dedans. Et en 2022, quand j'avais fait cette vidéo début 2022, je m'étais fait la promesse d'arrêter et de ne plus recommencer. Je venais tout juste de me séparer, du coup, j'étais vraiment dans un nouvel environnement de vie, puisque j'avais emménagé avec ma mère à l'époque. Je recommençais tout à zéro, donc en fait, pour moi, je me donnais un peu toutes les chances de ne plus avoir ce problème, en gros. Il faut savoir que quand j'ai sorti cette vidéo, on était le 27 janvier 2022. Du coup, je dirais environ 2 semaines plus tard, j'ai recommencé. Voilà. Et moi-même, j'étais persuadée que je ne recommencerais pas quand j'ai fait cette vidéo. Et j'ai recommencé. J'ai recommencé une fois. Et cette fois-là, ça a été par contre la dernière. C'était aux alentours du 14 février. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez... Pardon. Vous le savez... Le 14 février, c'est une fête, c'est un jour qui est très très compliqué pour moi. Il s'agit de l'anniversaire du décès de ma meilleure amie, qui est décédée il y a plus de 10 ans maintenant. Il y a même 14 ans, du coup. Enfin, ça fera 14 ans le 14 février 2024. Voilà, le fun, bonjour. Et au-delà du fait que, je suis triste parce qu'elle est décédée, elle est décédée en fait devant mes yeux. Donc ça m'a généré un énorme traumatisme pendant aussi très très longtemps. Traumatisme que j'ai eu du mal à gérer, traiter et guérir en fait. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Alors, le mois de février est jamais très fun pour moi. Parce que dans le mois de février, on reprend... alors, il y a l'anniversaire... ce qui aurait dû être l'anniversaire du coup de ma meilleure amie. Le décès de ma grand-mère. Et le décès de ma meilleure amie. Donc, autant vous dire que moi, le mois de février, pas hyper fan. Voilà. Bref, donc... Du coup... là, à ce moment-là, en février 2022, je commençais à tout juste à retravailler sur certains traumas après les avoir enfouis pendant très longtemps. Et donc en fait, c'était trop pour moi d'un coup de vraiment tout arrêter. J'étais pas encore prête quoi. Donc j'ai commencé petit à petit. Et en fait, je sais que ce jour-là, voilà, quand j'allais vraiment pas bien, etc. Au début, je me suis vraiment sentie comme une grosse merde parce que je me suis dit putain, mais je rechute quoi, je suis juste incapable. Et en fait, non, ça n'a rien à voir. Ça n'évalue pas ma capacité. Simplement, ce que ça montre, c'est que je me suis très très mal maquillée déjà pour commencer. Vous le voyez pas du tout, mais là je suis orange. C'est pas grave. En fait, ce que ça montre surtout, c'est que effectivement, j'ai voulu aller trop vite. Et surtout quand on travaille à guérir des addictions, il faut faire attention à ne pas aller trop vite.
C'est comme quand vous tirez trop fort un élastique, et ben 90% du temps, quand vous allez lâcher, ça va vous revenir en pleine face en fait. Alors que si vous le tirez petit à petit, petit à petit, petit à petit, vous avez déjà moins de chances que l'élastique vous lâche des doigts, et donc que vous puissiez l'accrocher et qu'il ne vous revienne pas en pleine gueule. Cette métaphore était un peu éclatée au sol, mais vous avez compris le concept. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, on va recommencer petit à petit. Et j'ai téléchargé une application qui s'appelle We Are Sober, je crois. Je ne sais plus exactement. Chaque jour, j'enregistrais les informations sur mon téléphone disant que j'ai été sobre, mais ça me permettait aussi, surtout, c'est une application de sobriété générale, donc peu importe l'addiction que vous avez, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Il me semble quand même, malgré tout, que on vous demande quelle est votre addiction dans l'application. Alors je pense que c'est peut-être une question de statistique ou je ne sais pas trop, pour peut-être vous donner des résultats les plus adaptés possibles. En tout cas, moi je sais que l'addiction à la scarification, c'est pas quelque chose qui est très commun. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont subi, pour autant, on en parle très très peu en fait quand on parle d'addiction. Moi j'ai quand même pu suivre mon addiction en fait avec ça, et en fait du coup ça nous donne notre période de sobriété, etc. Et ça me motivait de ouf. Ce qui m'a beaucoup motivé surtout à l'époque, c'était d'afficher sur mon compte personnel mon temps de sobriété. Parce que moi j'ai beaucoup fonctionné comme ça, c'est qu'en fait si je le montre aux autres, bah, j'ai l'impression que du coup je leur dois quelque chose, et que donc par conséquent j'ai pas le droit à l'erreur. Et en fait, ça me mettait une certaine pression, on va dire, mais j'ai attendu, je crois, d'être sobre depuis 2 mois pour commencer à l'afficher. Pour commencer à me dire qu'en fait, les réflexes que je pouvais avoir quand je faisais une crise de panique et que j'avais envie de retrouver cette hormone du plaisir, bah en fait, je l'avais plus parce que ça faisait 2 mois que j'avais déjà réussi à passer outre, en fait. Ça a été assez compliqué, surtout que en 2022, c'est là où j'ai vraiment, comme je disais, commencé à travailler sur mes traumas. J'en ai beaucoup qui sont revenus, donc en fait, la facilité aurait voulu que justement je replonge dedans, et ça n'a pas été le cas. J'ai été beaucoup aidée par mon copain de l'époque, enfin mon copain actuel en fait. Quand j'ai sorti ma vidéo, déjà je m'attendais pas à ce qu'elle fasse autant de vues que ce qu'elle a fait aujourd'hui. Je m'attendais pas à recevoir autant de témoignages que ce que j'ai pu avoir. Et je m'attendais pas à ce que ma mère la voie. Pourtant elle l'a vu. Au début j'ai eu des sentiments très partagés et mitigés par rapport à ça. J'ai eu l'impression que c'était une violation de mon intimité, alors que techniquement non, j'ai mis ma vidéo en public pour que tout le monde la voie. J'avais conscience que n'importe qui pouvait tomber sur ma vidéo, donc en fait c'était un peu ridicule de venir penser que c'était une violation de l'intimité. Mais en fait surtout ce qui m'a le plus gênée, c'est quand en fait derrière j'ai eu cette conversation avec elle, où elle était en mode oh mais j'étais pas au courant, j'ai rien vu, etc. Et en fait c'est le genre de truc qui m'agace un peu quand j'ai ce genre de conversation avec ma mère, c'est que ça prouve à quel point je n'étais pas vue. Parce que d'accord, quand j'étais au lycée, je passais le plus clair de mon temps en cours. Quand j'arrivais à la maison, bah voilà, je m'enfermais dans ma chambre, soit pour faire mes devoirs, soit juste pour traîner dans ma chambre. Et ensuite, je mangeais le soir avec ma mère et je retournais dans ma chambre. Et enfin voilà, on se voyait pas forcément non plus que ça. Le week-end, effectivement, bah, je sortais avec mes copains. Une vie d'ado finalement un peu normale. Pour autant, il y avait énormément de signes. En fait, quand ma mère me faisait ce genre de réflexion, moi, ça me rappelait juste qu'effectivement, à cette période-là, on s'intéressait pas assez à moi pour qu'on se rende compte qu'il y a un truc qui cloche. Voilà. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je n'ai parlé de mon addiction à la scarification à tous les psychologues et psychiatres que j'ai pu voir. À aucun moment, mes parents n'ont pu voir mes bras remplis parfois de pansements ou de cicatrices et se dire « Oula, ça va pas, il faut qu'on fasse quelque chose pour elle ». Alors, j'étais très douée à masquer les choses, mais quand ta gamine, elle porte des manches longues 90% du temps, même en été, et qu'elle refuse de s'exposer en manches courtes à l'extérieur, il y a un truc qui cloche, je sais pas. Mais bref, je vais pas refaire mon enfance de toute façon, non seulement ça sert à rien, mais en plus je voulais aborder quand même à plusieurs reprises, donc c'est pas le but. Au-delà de ça,
En fait, quand ma mère du coup a vu cette vidéo, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Finalement, ça nous a permis d'en parler, et le fait de lui en parler aussi, ça m'a permis moi de souffler, de verbaliser les choses et de me dire ok, maintenant tout le monde est au courant. Donc en fait, je peux plus retourner en arrière à nouveau. Donc j'ai avancé, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai beaucoup été soutenue, comme je disais, mon copain de l'époque, enfin mon copain actuel, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire mon copain de l'époque, de mon copain actuel. Parce que j'ai été très sincère et honnête avec lui. De toute façon, il avait vu mes cicatrices assez vite. Et en fait, j'ai été très sincère et très honnête avec lui. Ça a été, je pense, l'une des premières personnes à qui j'ai parlé officiellement du fait que c'était une addiction. Voilà. Parce que je me sentais en confiance, etc. Et donc en fait, dès que je faisais une petite crise de panique, etc., il était souvent là pour m'aider, et il m'a beaucoup aidé à faire des exercices de respiration pour ne pas partir trop loin dans ma panique et du coup passer le cap. Faut que je continue mon maquillage parce que ça fait déjà 17 minutes que je parle et j'ai juste fait mon temps, ça va pas du tout. Du coup, le fait d'avoir un proche non seulement qui était au courant, mais qui comprenait et surtout qui n'invalidait pas ça, qui me soutenait, ça a été un game changer. Ça a vraiment tout changé dans ma guérison. Et c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire de vous entourer des bonnes personnes, parce qu'en fait on se rend compte que finalement si on traîne des casseroles, si on traîne des traumas, avoir les bonnes personnes autour de nous, ça change tout dans une vie en fait. C'est-à-dire que la personne va pas nier ce que vous avez ressenti, elle va pas dire arrête d'y penser, elle va simplement vous dire ok, c'est là, ça existe, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour qu'en fait ça ne devienne plus un handicap, tout simplement. Donc en fait, dès que je partais sur des petits trucs qui pouvaient me paniquer ou quoi que ce soit, bah il était très présent avec moi là-dessus, à faire des travails de respiration, à me soutenir et à m'aider. C'est pas juste il était un soutien en mode parole en l'air, je suis là pour toi si t'as besoin. Il était présent, vraiment présent. Et même s'il n'était pas présent physiquement, je l'appelais, il était là. Aucun souci là-dessus. Surtout que la cohabitation avec ma mère devient de plus en plus compliquée. En même temps, avec ma mère, l'une des raisons qui a fait que j'ai arrêté de vivre avec elle il y a des années de ça, c'est parce qu'en fait on ne s'entendait pas sous le même toit. Donc on pouvait se douter quand même que ça ne se passerait pas super bien. Donc en fait ça devenait de plus en plus compliqué, et l'appart où vivait mon copain, donc qui est cet appart actuellement, devenait un petit peu mon havre de paix. Donc en fait je passais de plus de temps ici, ce qui me faisait beaucoup de bien. Factuellement parlant, j'avais plus, quand je faisais des crises de panique, au fil du temps, ça a peut-être mis bien 6 mois quand même, c'était assez rapide, tout est relatif, mais au fil du temps, je n'ai plus de pulsion quand je paniquais ou que ça n'allait pas très bien. Donc ça, cool. Par contre, il y avait toujours cette peur que j'avais, et c'est une peur qui m'habite encore un petit peu aujourd'hui, elle est juste beaucoup moins présente. Cette peur que j'avais de juste me couper. Voilà. Le fait de me couper, j'avais peur que en fait ça détruise un peu tous les efforts que j'avais pu produire pendant ces 6 derniers mois. Parce que, disons que le geste, je le faisais pas volontairement, mais la coupure était là. La coupure me renvoyait à ces moments-là. Et surtout, en fait, tu la ressentais, puisqu'en fait c'est biologique, ça se passe automatiquement dans ton corps. C'est pas toi qui veux que ton corps relâche de l'endorphine. C'est pas toi qui choisis. Donc en fait, l'endorphine est relâchée quand tu te coupes, quand tu te brûles vite fait, quand tu te fais mal, etc., etc. Et donc en fait ton corps relâche cette endorphine. Toi tu vois une coupure dans ta main que tu as faite accidentellement, et en fait t'as l'impression que t'es reparti dans tes travers et tu te dis merde. Et en fait là tu paniques encore plus, et si tu te laisses avoir par la panique, tu retombes en fait dans ton cercle vicieux, etc., etc., etc. Donc j'avais peur constamment de me couper, ce qui faisait que 90% du temps, je n'utilisais pas de couteau qui coupe. J'essayais au maximum de ne pas utiliser de couteau qui coupait. De manière générale, c'était pas moi qui faisais la cuisine, ça l'est toujours pas parce que je déteste toujours ça. Mais par contre, quand il m'arrivait que j'étais seule à l'appart, effectivement je me faisais à manger, donc en fait je faisais hyper gaffe quand j'utilisais un objet tranchant. Mais vraiment hyper gaffe.
Et mon copain du coup le savait, donc il faisait aussi en sorte, lui, d'utiliser les objets contondants, comme on dit dans les séries policières. Donc il y avait ça. Le rasoir. Alors il faut savoir que personnellement je me rase, je ne m'épile pas, voilà, je me rase. Donc j'ai un rasoir et je suis passée il y a quelques années de ça à un rasoir de ce qu'on appelle un rasoir de sécurité. Je vais pas vous le montrer parce que j'ai très peur de me faire strike cette vidéo, mais grosso merdo à l'intérieur c'est des lames de rasoir, des vraies lames de rasoir. Et quand je me scarifiais, j'utilisais des lames de rasoir. Donc me raser a été une épreuve pendant des mois. J'ai eu de la chance que j'ai commencé mon travail de sobriété, on était en hiver. Donc les poils sur les jambes, je m'en carrais le cul parce que ben voilà, j'étais 90% du temps en pantalon. Et les poils sous les bras, c'était pareil. Enfin, je m'en foutais un peu en fait. J'étais pas en débardeur, donc voilà. Parce que, je précise, venez pas m'attaquer pour des choses que je n'ai pas dites. Personnellement, je préfère, si jamais je suis en débardeur et en short et ou robe, de ne pas avoir de poils. Mais vous faites ce que vous voulez, moi je suis pas votre mère, à nouveau je m'en carre le cul, clairement. Bref, donc en fait, ce qui signifie qu'à partir du moment donné où ça allait un peu mieux, et que les températures ont commencé à augmenter, j'ai pu utiliser... réutiliser mon rasoir. Sinon, j'utilisais des crèmes dépilatoires pour enlever mes poils, quoi. Mais ça a été une épreuve et j'ai vraiment mis du temps avant de recommencer à avoir un rasoir entre les mains parce que je me faisais juste absolument pas confiance. Voilà. J'avais aucune idée de comment j'allais réagir et comment j'allais me ressentir avec ça entre les mains, parce que j'étais à un dévissement de récupérer la lame de rasoir et en fait de recommencer, quoi. J'étais pas assez stable psychologiquement pour être laissée seule, on va dire, avec ça. Dans mon process, évidemment, de guérison, il a fallu que je me sépare du coup des lames de rasoir quand même que j'utilisais pour ça, et de tout le matériel que j'avais, parce que c'était une addiction, mais je ne cherchais absolument pas à me mettre en danger. Donc, quand ça se passait, je désinfectais toujours la zone, je désinfectais toujours l'outil, je nettoyais derrière comme il fallait, je mettais un pansement, et une fois que la première couche était cicatrisée, j'enlevais le pansement pour que la plaie puisse respirer à l'air libre, etc. J'étais mentalement instable, mais j'étais pas conne non plus. Vous voyez le délire. Donc bref, j'avais tout un petit kit finalement. Il a fallu que je m'en sépare, bien évidemment. Donc pendant une période, il est resté chez mon copain, comme je ne vivais pas encore ici. Ce qui faisait que, en fait, quand j'étais chez ma mère, j'avais rien. Donc, et là où j'avais le plus de chances de faire des crises, en fait, juste j'étais laissée à moi-même à faire mes travails de respiration, et j'étais pas tentée par ce que je pouvais trouver pour me blesser, quoi. J'ai jamais été très friande des brûlures, de ce genre de trucs. Donc en fait, du coup, j'ai jamais cherché un autre moyen. Voilà. Et puis ensuite, la vie fait que, à un moment donné, sans faire exprès, t'es au travail et tu te fais mal, tu te coupes. Et en fait, tu restes là. Et je me rappelle très très bien quand ça s'est passé. C'était en septembre. Je me coupe et je vois le sang, je sens la douleur, je sens les débuts de l'endorphine et il se passe rien. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'étais dans la réserve du magasin où je travaillais et je suis restée un moment, je sais pas combien de temps, un moment à regarder mon doigt, à sentir la chaleur et vous savez le doigt, comme si vous aviez le cœur dans votre plaie parce que le sang pulse. Et il se passe rien. Pas de crise de panique, pas de crise de manque, rien. Et là, à ce moment-là, pour la première fois, je me mets vraiment à respirer en fait. Parce que je me dis, ok, donc en fait, tout ce que j'ai fait
pendant ces derniers mois, tout le travail que j'ai mis sur moi, toute l'attention que j'ai mis à faire attention, enfin voilà, à pas me blesser, à ceci, ça a servi à quelque chose. Chaque processus de guérison pour une addiction est différent chez chaque personne. Ma méthode ne fonctionnera peut-être pas pour vous. En tout cas, à ce moment-là, c'est la première fois que je voyais vraiment des résultats. J'ai commencé à faire de moins en moins de crises de panique, même si j'en fais encore aujourd'hui quelques-unes quand je me fais mal. J'arrive très vite maintenant à les calmer. Je fais mes exercices de respiration, souvent mon copain est avec moi pour me guider, et c'est-à-dire que je focus mon cerveau sur ma respiration et pas sur ce que je peux ressentir au niveau de la douleur, au niveau de ceci. Je me laisse pas parasiter en fait par toutes les pensées que je peux avoir. Et aujourd'hui, j'ai recommencé à me raser. Aujourd'hui, je peux couper avec des objets contondants. J'ai toujours cette petite appréhension quand même malgré tout, une petite peur, parce que ça fait que 2 ans, et que sur une vie c'est rien, et que c'est une addiction qui m'a quand même suivie pendant des années. Donc je sais que je suis à peut-être 3 coupures consécutives de recommencer. Mais cette victoire, cette victoire que j'ai eue en septembre, je l'ai vraiment vue comme ça, comme une victoire et comme la preuve que effectivement ça va aller et que en fait je vais pas rester comme ça toute ma vie. Je vais pas supporter cette addiction toute ma vie. Qu'il y a quelque part moi-même, des années plus tard, qui vit juste sa vie normalement, sans subir les réactions de son corps quand elle se coupe. Et ça, c'est merveilleux, vous vous doutez bien. Et surtout, en fait, ça m'a vachement boosté et poussé à continuer. Donc j'étais vraiment très très contente. Et ensuite, voilà, la vie a suivi son cours, j'ai emménagé avec mon copain. Donc à nouveau, en fait, d'avoir ce soutien quotidien, ça a un peu tout changé finalement dans ma vie. Aujourd'hui, ça va faire 2 ans du coup, ça fait 2 ans. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça faisait 2 ans hier que je suis sobre. Je n'ai pas recommencé une seule fois. Et je tiens à préciser aussi que sur votre processus de guérison, recommencer ou simplement chuter, c'est pas une erreur, c'est pas comment dire, faut pas le voir comme un échec, voilà, c'était le terme que je cherchais. Faut pas le voir comme un échec dans le sens où chacun avance à son rythme. Il y a des personnes qui vont simplement avoir besoin de 3 mois pour s'en sortir. Et trop bien, tant mieux pour eux, c'est pas le cas de tout le monde et c'est ok. Genre, il n'y a aucune raison de vous sentir mal parce que vous faites les choses un peu plus lentement par rapport à cette autre personne. Dans le sens où en fait à un moment donné chacun avance à son rythme, on n'a pas tous les mêmes traumas, on n'a pas tous les mêmes réactions par rapport à ça et on n'est personne pour juger la manière dont les gens prennent le temps de guérir et surtout la manière dont les gens guérissent. Voilà. Tout ce qu'il faut voir en fait, c'est pas un marathon, tout ce qu'il faut voir c'est le bout du tunnel et le chemin. Il est différent chez chaque personne. Tout ce qu'il faut voir, c'est la finalité. C'est qu'au bout de la ligne, il y a vous qui êtes sorti de cette addiction, il y a vous qui allez mieux, il y a vous qui avez réussi. C'est un succès qu'il y a au bout de cette ligne. Et la manière dont vous atteignez ce succès, elle est propre à vous, elle est propre à chaque personne. Et à nouveau, c'est pas une compétition, c'est pas... Chacun fait comme il veut, comme il peut surtout. Donc voilà, j'avais envie justement de vous faire un petit récap aujourd'hui pour vous montrer que ça peut prendre du temps ou ça peut être rapide, mais que ça dépend en fait de chaque personne et que dans tous les cas, la finalité c'est quand même que vous alliez mieux. La finalité c'est que en fait, vous ne soyez plus assujetti à cette addiction. Il y a un truc aussi qui me faisait peur dans le fait d'arrêter de me scarifier. Il faut savoir que il y a des gènes comme ça. Dans ma famille, il y a un fort risque d'addiction. Voilà.
Je ne citerai pas toutes les personnes qui sont addictes et à quoi dans ma famille parce que ça ne vous regarde pas déjà dans un premier temps, mais en fait surtout ça ne porte pas grand chose à cette vidéo. Moi j'avais 2 addictions, j'avais la scarification et j'avais la cigarette. Environ 1 mois après avoir arrêté la scarification, j'ai décidé d'arrêter la cigarette. Et la cigarette c'est vraiment l'addiction avec laquelle j'ai le plus de mal à m'arrêter. Parce que j'ai l'impression que si j'arrête la cigarette et que je n'ai plus aucune addiction, bah en fait je ne suis pas moi, premièrement. Parce que j'ai vécu toute ma vie en suivant une addiction. Mais en plus de ça, la cigarette c'est très particulier parce que la scarification, vous avez pas de trigger extérieur qui vous incite à vraiment vous scarifier. Ce que j'entends par trigger extérieur, c'est des gens qui le font devant vous et qui vous font vous dire « Ah putain, je le ferais bien là maintenant tout de suite ». Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'une cigarette, quand vous avez le processus d'arrêter de fumer et que votre entourage fume autour de vous, c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, à chaque fois, quand une personne se craque une clope, vous ressentez un petit peu le geste, l'odeur, et vous vous dites Et le pire c'est quand vous buvez, le pire c'est quand vous êtes en soirée, vous buvez une bière et vous vous dites parce qu'il faut savoir que l'alcool incite grandement à fumer des cigarettes. Alors je ne sais plus comment ce lien est fait, mais c'est biologique aussi. Je vous invite à aller faire des recherches à ce sujet-là si jamais vous êtes fumeur et addict à la cigarette, parce que ça peut peut-être être une piste de réflexion pour arrêter de fumer. Mais je sais que, par exemple, quand j'étais avec mon ex, j'avais déjà essayé d'arrêter de fumer. Et en fait, c'est super compliqué parce que lui, il fumait. Et il fumait donc dans l'appart, à côté de moi, etc., etc. Mon copain actuel ne fume pas. Donc déjà, je sais que chez moi, quand on est tous les deux, bah en fait, j'ai pas envie de fumer. Quand je vais chez ma mère, par contre, qui fume beaucoup, j'ai envie de fumer très souvent. Parce que du coup, elle va être là et elle va fumer à côté de moi. Quand on est en soirée, qu'il y a de l'alcool dans la soirée, que je vais boire, que mes potes vont fumer, bah de temps en temps, effectivement, je vais avoir envie de fumer. Et je me dis, putain, là, je me fumerais bien une clope. Et ça m'est déjà arrivé de fumer de temps en temps, etc., etc. Et c'est un comportement qui m'emmerde profondément. Outre le fait que j'ai du coup l'impression de ne jamais arrêter cette addiction, ce qui m'emmerde profondément avec ce comportement, c'est qu'en fait, c'est pas bon pour la santé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Autant, alors, vraiment prenez avec de grosses pincettes ce que je vais dire dans là maintenant tout de suite. La scarification n'avait aucun impact sur ma santé physique. À part visuel. Voilà. La cigarette, en revanche, on le sait que ça a un impact sur la santé physique. Donc en fait, c'est aussi ça qui m'emmerde, c'est que je me rends compte que déjà que je fais pas de sport, parce que j'aime pas ça, déjà que je fais pas de sport, bah en fait je me rends compte que même avec le peu de cigarettes que je peux fumer de temps en temps de manière très occasionnelle, bah en fait j'ai un souffle qui est pas incroyable, je sais que à terme j'abîme quand même vachement mes poumons, sachant que j'ai fumé pendant très longtemps aussi avant de me mettre à fumer occasionnellement. Alors j'étais pas à 1 paquet par jour, j'étais à 1 paquet par semaine, mais bah, j'étais à 1 paquet par semaine quand même, vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, je sais que ce qui m'emmerde justement avec ça, c'est que ça a un impact sur ma santé physique en fait. Et bah ça me saoule. Voilà, c'est normal. Et je sais qu'aujourd'hui il existe plein de méthodes pour arrêter de fumer, il y a plein de médecins qui peuvent vous aider, il y a tout un tas de services, il y a tout ça. Et je sais que si je le voulais vraiment, bah en fait je pourrais facilement arrêter de fumer. Simplement comme je l'expliquais, j'ai l'impression que si on m'enlève ça, ben en fait j'arriverais pas à me sentir moi. Et j'y ai pensé, je me suis dit il faudrait peut-être que je le remplace par une addiction saine. Mais il n'y a pas d'addiction saine, c'est le but d'une addiction. Ça n'existe pas. Voilà. C'est comme les gens qui disent ah mais moi je suis trop addict au sport, mais bon c'est une addiction saine. Non. C'est une addiction. Le but premier d'une addiction, c'est que ce soit pas sain, c'est que ça te prenne par la gorge et que ça te laisse pas le choix. Ça c'est pas sain, ça peu importe ce que tu peux faire. Alors oui effectivement c'est une meilleure addiction on va dire que la cigarette, parce que potentiellement ça a de meilleurs effets sur ton corps que la cigarette. Mais en fait, derrière, comme n'importe quelle addiction, t'as des dérives, et trop faire quelque chose
peut avoir de grosses conséquences sur ton corps en fait. Voilà. Donc j'essaye, souvent j'essaye de me faire violence quand je suis en soirée, en ceci, en cela, de pas aller fumer, voilà. Et le fait que mon copain ne fume pas, ça m'aide vraiment vraiment beaucoup. Et d'ailleurs quand je me suis séparée de mon ex, je m'étais dit que si jamais je devais me remettre en couple, l'un des critères principaux ce serait que la personne ne fume pas. Voilà, parce que justement j'avais pas envie d'être tentée quoi. Donc voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Donc c'est pas parfait. Est-ce qu'on peut dire que j'ai remplacé une addiction par une autre? Non, parce que j'avais déjà ces deux addictions qui étaient déjà présentes toutes les deux. Je sais que quelque part je travaille quand même un peu sur cette addiction de la cigarette. Alors pas énormément et pas autant parce qu'effectivement ça fait des années que j'ai arrêté maintenant, ça va faire 2 ans aussi, et pour autant je fume encore, de temps en temps, mais je fume encore. Donc je sais que c'est pas un comportement qui est totalement effacé, mais je sais que j'y travaille, et je sais que à nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'y vais à mon rythme. Et si ça convient pas aux gens, tant pis, parce qu'en fait c'est un peu mon problème, donc en fait ça vous regarde pas quoi. Donc j'y vais à mon rythme. Et s'il faut que ça me prenne 5 ans pour que j'arrête complètement de fumer, ça me prendra 5 ans pour que j'arrête complètement de fumer. Voilà. Mais j'ai pas envie d'arrêter tout d'un coup et en fait juste de me sentir beaucoup trop frustrée et qu'à un moment donné, un matin, je me réveille, je m'achète un paquet de clopes et que je reparte dans mes travers et que en fait finalement tout ça n'aura servi à rien parce que je me serais complètement remise à fumer. Ça servira à rien, ce sera contre-productif. Donc autant que j'y aille à mon rythme, petit à petit, que je me mette pas la pression. Parce que comme je disais, c'est pas un marathon, c'est pas une course, c'est pas au premier qui arrivera à la ligne d'arrivée. Le principal, c'est qu'on y arrive tous. Voilà, tout simplement. Bref, moi c'était essentiellement tout ce que je voulais vous dire. Voilà, j'ai quasiment fini de me maquiller, c'est super moche, mais vous vous en rendez pas compte, c'est pas grave. Moi j'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous, que peut-être cette vidéo vous a permis d'avoir des réponses à des questions, de voir les choses peut-être différemment par rapport à une potentielle addiction que vous pouvez avoir, ou alors de voir l'addiction de vos proches peut-être différemment aussi. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour les personnes qui ne vivent pas la chose, puisse être un support, un soutien pour la personne qui le vit. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.